Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais vais me présenter à nouveau très rapidement. Donc je suis Nathalie Grandjean, je suis docteur en philosophie, je travaille pour le projet MedRésiste, comme vous vous en doutez, et donc je suis là pour, voilà, proposer, un support, un accompagnement sur les questions éthiques. Et alors, une de ces matérialisations, c'est les webinaires. Donc, ce webinaire fait suite à un webinaire qui a eu le 8 juillet sur l'éthique des données de l'IA en santé, où on avait eu toute une réflexion très intéressante. Et un des participants, enfin deux participants m'avaient dit: «Tiens, il y a encore des questions qui sont en suspens». Alors c'est 2 grosses questions. La première question qui m'avait été posée, c'était: «Quels sont les défis éthiques et juridiques liés à la commercialisation des données de santé et par extension sur le vol et le hacking de données de santé?» Alors j'ai essayé de et c'est ce dont l'exposé va parler aujourd'hui, avec cette idée: les données de santé sont-elles des marchandises? Donc, je vous rappelle aussi que moi donc je suis philosophe, je fais l'éthique, même si je fais de l'éthique appliquée, mon propos est quand même plutôt méta, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une réflexion quand même philosophique et éthique. Et donc je ne suis pas juriste, et donc je peux pas répondre à des questions très, très techniques ou très pratiques sur, voilà, des choses qui vous sembleraient qui seraient nécessaires pour vous, mais auxquelles je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas les compétences. Mais par contre, voilà, le séminaire ici, le webinaire va s'attaquer à cette question-là, la question de la marchandisation des données, puisque la commercialisation et la marchandisation, évidemment, vont de pair. Alors, il y avait une deuxième question qui m'avait été posée: comment penser la responsabilité sociétale des catégories utilisées dans les bases de données comme JTEX, par exemple? Alors, je m'étais dit au début: «OK, c'est tout à fait possible de faire un webinaire sur ces 2 questions», et en fait, je me suis rendu compte, au fur et à mesure de mon travail, que j'avais déjà 24 slides pour la première question. Et donc il me semblait, voilà, utile de consacrer aujourd'hui ce séminaire sur la question des marchandises, des données de santé comme marchandises, et voilà, de prévoir peut-être, s'il y a un intérêt en tout cas, et j'imagine qu'il y en a un puisqu'on m'a posé la question, cette deuxième question pourra faire l'objet d'un troisième webinaire éthique des données. Voilà, parce qu'il me semble que ça vaudrait la peine aussi d'avoir toute une réflexion philosophique et éthique là-dessus. Voilà, donc désolée. Donc voilà, celles et ceux qui étaient venus uniquement pour la deuxième question, si vous voulez évidemment partir, il y a vraiment aucun problème, je le comprendrai très bien. Voilà, alors le webinaire de la dernière fois, on avait, vraiment essayé de faire un état des lieux, un paysage philosophique autour de ce que c'était une donnée de santé, ce que c'était aussi, hem, l'éthique des données de santé. Alors je ne vais pas revenir sur le webinaire de la fois d'avant. Si vous voulez le revoir, il est disponible en ligne sur le site de MedRésiste. Donc tout a été mis, à disposition, donc n'hésitez pas si vous voulez, vous replonger là-dedans. Je vais juste reprendre, l'exposé en rappelant ce que c'est une donnée de santé pour la CNIL. Donc la CNIL, c'est l'organe, qui réfléchit au fond en éthique du numérique à la question des données. C'est un organe français, et donc je vais reprendre d'abord peut-être cette définition des données de santé. Les données à caractère donc dans les données de santé font partie des données à caractère personnel, d'accord? Mais elles ont un statut particulier puisqu'elles sont liées à des personnes et à la santé des personnes. Donc elles ont un statut au fond de vulnérabilité assez plus important qu'une donnée à caractère personnel, je dirais normale, d'accord? Alors toute la question, c'est évidemment de savoir où commence la santé et où elle s'arrête. Ça, c'est toujours un peu compliqué, mais au fond, il y a quand même toute une série de personnes qui ont réfléchi à ça et qui ont statué sur une définition à la fois précise, mais toujours relativement large. Donc je vais reprendre avec vous peut-être ces définitions de la CNIL. Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique, y compris la prestation des services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc vous voyez qu'ici il y a déjà cette distinction entre santé physique ou santé mentale. Et là, déjà, on pourrait ouvrir la boîte des questions philosophiques et se dire, voilà, est-ce que où commence la santé mentale? Est-ce qu'annoncer, au fond, une déprime sur les réseaux sociaux est une donnée de santé, par exemple? Et on pourrait tout à fait considérer que c'est le cas, ou exprimer une colère intense aussi sur des réseaux sociaux aussi pourrait, au fond, être interprété comme une donnée de santé mentale. Voilà, donc tout ça déjà ces 2 termes-là posent question. Mais selon la CNIL, si on suit la définition, cette définition comprend donc par exemple les informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé lors de la prestation de ces services, un numéro, un symbole, un élément spécifique attribué à une personne physique pour l'identifier de manière unique à des fins de santé,
ou bien encore les informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d'échantillons biologiques. Ça, je pense, c'est des choses où vous voyez assez bien de quoi on parle ici. Les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu'elles proviennent par exemple d'un médecin ou d'une autre professionnel de santé, d'un hôpital, d'un dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro. Cette définition permet d'englober certaines données de mesure à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l'état de santé de la personne. Alors, ce que la CNIL nous dit aussi, c'est que la notion de données de santé est extrêmement large au fond. Elle est à apprécier au cas par cas, compte tenu de la nature des données recueillies. C'est bien ce qui fait que, voilà, on n'a pas encore fini, à mon avis, de parler de l'éthique des données de santé, et ça fera donc l'objet d'un troisième webinaire. Donc, entre dans cette notion 3 catégories de données, celles qui sont des données de santé par nature, donc tout ça, voilà, c'est assez intuitif, antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats d'examen, traitements, handicap, etc. Alors celles qui, du fait de leur croisement avec d'autres données, deviennent des données de santé, en ce qu'elles permettent de tirer une conclusion sur l'état de santé ou de risque pour la santé d'une personne, croisement d'une mesure de poids avec d'autres données, nombre de pas, mesure des calories, et donc on pense ici par exemple à toutes les applications dites de santé, c'est-à-dire les montres, j'en ai porté pendant très longtemps, qu'on appelle les Fitbit, hein, qui au fond calculent vos pas, etc., et qui sont en effet au fond des données, et on ne sait pas toujours très bien d'ailleurs où elles partent. Les mesures des apports caloriques, voilà, si on est branché sur Weight Watcher, sur son téléphone, croisement de la tension avec la mesure de l'effort, etc., etc. Celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination, c'est-à-dire de l'utilisation qui en est faite au plan médical. Voilà, ça c'était juste un petit rappel pour remettre au fond une définition à la fois philosophique et éthique sur les données de santé. Alors, la question donc, qui va nous intéresser aujourd'hui, ce midi, c'est cette question, puisque la question qui m'avait été posée, c'est au fond, qu'est-ce qu'on peut faire, comment réagir? Là, je me souviens que c'était, peut-on commercialiser les données de santé? Comment? Pourquoi? Etc. Alors moi, évidemment, je ne sais pas répondre pour peut-on le faire? Ça, c'est plutôt une question, c'est-à-dire c'est une question plutôt juridique, mais j'ai essayé de reformuler cette question pour ouvrir de nouveau un tableau général sur la question de la marchandisation des données de santé. Alors, les données de santé sont-elles des marchandises? Je pense que tout le monde ici a la réponse, c'est-à-dire, mais oui, elles sont dans la mesure où sont des données, qu'elles sont échangées et qu'elles peuvent être éventuellement vendues, elles sont évidemment des marchandises. Alors, utiliser le mot marchandise, évidemment, ça a un grand poids, et c'est bien d'ailleurs toutes les discussions qui avaient eu lieu autour de la notion de vie privée, puisque la vie privée, et vous vous rappelez peut-être, ça c'était les discussions qu'on avait eues, enfin que je vous avais présentées la dernière fois, la définition de la vie privée, donc ça sur le RGPD de manière générale, il y avait une espèce, pas forcément d'hésitation, mais au fond de choix qu'on peut faire dans l'interprétation. La vie privée, au fond, le respect de la vie privée, c'est le respect des données à caractère personnel, donc c'est le respect au fond de, et derrière tout ça, il y a la question de la gestion, au fond, de toutes ces données qui nous correspondent et qui nous font nous, tout en n'étant pas simplement nous, mais quand même suffisamment nous. Et en même temps, il y avait une définition de la vie privée, la privacy, comme étant au fond l'autodétermination informationnelle, ce qui veut évidemment pas du tout dire la même chose d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue éthique et juridique. Hein, dire qu'il y a une autodétermination informationnelle, c'est une chose, c'est évidemment retourner à la consécration des valeurs cardinales comme la valeur d'autonomie, et la valeur de liberté aussi, qui sont vraiment voilà, les valeurs fondamentales en démocratie parlementaire. Et alors toute la question de la gestion de qui gère ces données personnelles, donc est-ce que nous sommes les seuls gestionnaires au fond? Nous sommes les principaux gestionnaires, nous en tant qu'individus, qui gère ces... Mais en même temps, on sait que c'est une tâche un peu impossible, hein, si on s'en tient justement toutes les définitions qu'on a vues sur les données de santé, donc quelque chose au fond d'une charge peut-être mentale impossible, une charge informationnelle qui n'est pas gérable pour les individus, d'où délégation, mais à qui délègue-t-on, pourquoi, comment, etc. Donc on a au fond peut-être deux visions qui sont pas forcément contradictoires philosophiquement, mais qui sont dans les faits au fond pas forcément faciles à articuler. Bon, ça c'était pour un peu résumer la dernière fois, mais les données de santé sont-elles des marchandises? Alors pour répondre à tout ça, je me suis quand même évidemment penchée sur, j'essaie quand même de commencer par répondre à la question. Donc, la commercialisation des données de santé est soumise à un cadre légal strict, comme le RGPD, qui interdit la revente pour des motifs autres que médicaux, tout en permettant leur utilisation pour la recherche et l'amélioration de soins. Donc ça, on vient ici, je vous présente les choses de manière assez
comment dirais-je, brève, quasi caricaturale. Puis après, j'ai fait toute une sélection d'articles. Je vais vous présenter différents articles qui reviennent au fond sur cette question-là, la commercialisation, et qu'est-ce que ça implique comme enjeu philosophique et éthique. Donc au fond, ce que dit le RGPD, pour ça, il est assez clair. Quand il y a une donnée, elle est fabriquée, elle est établie. Bon, en tout cas, elle correspond normalement à une seule intention, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas normalement revendre des données ou faire autre chose avec la donnée que ce qui avait été prévu dès le départ, sauf évidemment, dans certains cas. Et ici, dans le cas de la recherche et l'amélioration des soins, évidemment, l'intention étant tout à fait louable et vertueuse, il y a une exception à cette règle. Alors évidemment, les données doivent être anonymisées ou pseudonymisées avant d'être utilisées, et la loi encadre strictement leur partage. L'espace européen des données de santé, les plateformes nationales visent à sécuriser, à rendre l'accès aux données de santé plus transparent et réglementé pour des usages bénéfiques. Alors, qu'en est-il en Belgique? En Belgique, donc, j'ai été voir tout ça, vient du site de l'INAMI, hein, donc je ne si je m'appuie exactement sur eux. Quelle est la politique des registres de données de soins de santé en Belgique? Donc, les registres jouent le rôle de base de données électroniques dans lesquelles des données structurées en matière de soins de santé sont enregistrées, celles-ci étant récoltées auprès des acteurs de soins et des établissements de soins. Dans la plupart des cas, les registres sont alimentés par des formulaires ou des modèles à compléter. Après la collecte de données, elles sont anonymisées et ou pseudonymisées, traitées pour analyse et mises à disposition, entre autres, de l'INAMI, du SPF SPSCAE, je ne sais même plus vous dire exactement à quoi ça correspond, mais des institutions scientifiques, des chercheurs individuels, des hôpitaux. Dans la politique actuelle, les data holders, comme les hôpitaux et les médecins généralistes, ont la responsabilité de recueillir et de saisir les informations requises et les données récoltées sous forme de registres étant stockées et gérées par un partenaire technique à un niveau central. Ce rôle est en général assumé par le healthdata.be, donc tout ça aussi. Voilà, alors l'INAMI propose aussi une nouvelle vision d'avenir pour cette politique de registre, hein, conformément à toutes les discussions qui ont eu lieu à un niveau européen. Donc tout ça aussi, j'ai repris de l'INAMI. Donc, que nous dit l'INAMI? Il nous dit l'évolution de la politique des registres vers un système plus flexible pour la récolte, le stockage et l'exploitation des données, basé sur les principes d'un partage et d'un traitement fédéré des données. Donc, il y a une recherche de quelque chose de plus flexible. Il y a aussi une recherche qui va vers une gestion décentralisée des données et la mise en œuvre d'un dossier patient intégré virtuel qui constitue la base de cette politique des registres, une participation du citoyen à la gestion des données de santé. C'est un point crucial et dans ce contexte, il n'est plus question de registre statique, mais de collection de données dynamiques en temps réel, temporairement obtenues à partir de diverses sources et mises à disposition de manière sécurisée aux personnes autorisées. Donc ici, vous voyez qu'au fond, on pourrait en faire une lecture, c'est la médecine 4P, hein, participative, prédictive, préventive, et j'oublie toujours le 4 P, pardon. Mais voilà, on voit qu'ici, au fond, cette politique, elle s'inscrit dans le cadre, par exemple, de ce que voudrait faire Medresi, etc. Donc il y a vraiment quelque chose ici assez consensuel, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on voudrait faire des données. Alors maintenant, je vais vous présenter plusieurs articles. En fait, j'ai fait un petit état de l'art autour de cette question. Et ces articles ont tous, au fond, essayé de problématiser cette question de la donnée comme marchandise. Alors, petite parenthèse, évidemment, la donnée comme marchandise, il y a une littérature avant le RGPD, donc le RGPD c'est 2018, avant le RGPD, il y a une littérature énorme, je dirais d'un point de vue philosophique, sur les enjeux qu'il y a autour, et je vous en ai exposé quelques petits mots, hein, autour cette tension entre autonomie, au fond, et le modèle du patient autonome, le modèle du patient gestionnaire. Donc, il y a vraiment beaucoup de littérature. Ici, je me suis évidemment concentrée sur la question des données de santé. Alors, la première réflexion que je voudrais vous livrer, donc, c'est la réflexion de Kaplan. Alors, c'est une réflexion qui date de 2015, donc c'est avant le RGPD, et ça ne se passe pas en Europe, mais ça passe aux États-Unis. Il y a quelque chose ici d'intéressant. Au fond, dans cet article, l'auteur se demande dans quelle mesure, voilà, quels sont les enjeux éthiques, au fond, philosophiques qu'il y a à vendre des données de santé qui seraient désidentifiées, donc au fond, dont on pourrait, au fond, on pourrait ne pas retrouver les personnes qui sont liées aux santé. Donc ça date d'il y a plus de 10 ans et mais bon, c'était une manière pour moi de faire aussi un peu une chronologie, si vous voulez, de cette réflexion autour des données de santé. Alors, ce que dit cet article, ce que dit l'auteur, c'est que la désidentification est un concept fragile et souvent trompeur, même si c'est souvent présenté, comme garantissant l'anonymat, eh bien, il y a différentes techniques de data linkage, d'analyse statistique et d'existence, au fond, de corrélation entre de multiples bases de données publiques qui rendent évidemment
la réidentification possible. Donc cet article en 2015, évidemment, faisait le point sur quelque chose qui n'était pas encore bien connu. Maintenant, je pense qu'on est assez conscient que tout ça est très possible et donc que la désidentification est au fond extrêmement fragile. Et ce que nous dit cet article, c'est qu'au fond... Nathalie, Oui, je t'en prie, Nathalie, Benoît. il Oui, y a un auteur très connu qui travaille là-dessus à Louvain qui s'appelle Vincent Blondel. Si tu oui, recherches c'est sur vrai. Vincent Blondel, il est capable de retrouver n'importe qui à partir de quelques données. Oui, Mais bon, c'est les gens de son équipe, juste, excuse-moi pour la non, mais remarque, pas de problème, c'est pas de juste problème. ce placement de produit. Non, mais je suis voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je présentais les choses en disant, voilà, tout ceci est un peu déjà périmé, mais la réflexion, elle commence avant le RGPD. Alors même si elle est aux Non, non, États-Unis, elle est tout à fait, c'est tout à fait à jour. Ce que tu racontes est tout à fait à jour par rapport à ce que Vincent Blondel fait. Bon, voilà, d'accord. sorry. Non, pas de problème, c'est bien. Vous pouvez tous commenter ce que je fais, il n'y a aucun problème, ça me fait très plaisir. Donc, alors, par contre, ce que nous dit l'article, c'est qu'au fond, sous couvert de désidentification, au fond, ça sert surtout à légitimer un marché commercial lucratif de données de santé. D'accord? Bon, tout ça, évidemment, nous apparaît bien évident maintenant, mais elle était sans doute moins il y a une dizaine d'années. Donc le problème évidemment qui se pose, c'est qu'alors on va contrevenir à toute une série de règles, qu'elles soient éthiques et juridiques, notamment la question du consentement. Donc les données désidentifiées peuvent être vendues sans consentement puisqu'elles n'appartiennent plus à personne. Et des entreprises privées, des compagnies d'assurance, des géants technologiques, etc., achètent ces données pour des usages commerciaux. Et ça agit comme un vernis, au fond, de l'égalité qui permettrait de contourner ces protections liées aux données personnelles. Alors, ce que nous dit voilà, cet article, je l'ai vraiment... enfin, je veux dire, vous en faites une présentation extrêmement rapide, puisqu'au fond, comme le dit très bien Benoît, c'est quelque chose que finalement, quand on travaille sur les données, on connaît déjà bien. Donc, les risques pour la vie privée ne disparaissent pas, ils changent de forme. Donc, on a toujours un risque de réidentification, mais surtout, on a des risques non individuels qui viennent alors aussi se superposer à ce simple risque de réidentification, discrimination de groupe, segmentation de population, surveillance invisible, qui au fond, tout ça va être augmenté par cette possibilité de vendre ces données. Et donc, les données désidentifiées peuvent entraîner des effets sociaux et économiques réels, par exemple, décisions d'assurance ou de crédit basées sur des modèles prédictifs. Évidemment, ça, c'est le cas des États-Unis, ça nous concerne sans doute un peu moins. Quoique, je pense qu'on doit toujours être extrêmement prudent parce que ce qu'on peut faire est peut-être parfois ce qui va arriver, même si donc je pense qu'on doit toujours pouvoir anticiper les scénarios les plus noirs. Donc la désidentification n'est ni stable ni fiable, ces risques de réidentification sont fréquents, ça sert à justifier la vente de données sans consentement, ça soutient un marché opaque, les risques dépassent la vie privée individuelle, il s'agit aussi d'enjeux collectifs et sociétaux, les cadres juridiques sont dépassés et doivent être profondément évalués. Alors vous allez voir que sur cette question des données de santé, dans cette présentation, au fond, dans les articles que j'ai pu lire pour préparer tout ça, cette tension entre individuel et collectif, elle est extrêmement présente et elle apparaît un peu comme insoluble. Mais je vous propose d'avancer pour pouvoir après en parler plus longuement. Alors, un autre article très intéressant en 2019, donc j'ai essayé de les présenter de manière chronologique, c'est un article de Starkbaum et Felt, Negotiating the Reuse of Health Data, Research, Big Data and European General Data Protection Regulation, donc publié dans la revue Big Data and Society, qui est une revue voilà, de sciences humaines. La précédente revue était une revue de bioéthique. Et ici, je vais vous présenter au fond un récit sur les controverses, une série de controverses qui ont eu lieu au moment où le RGPD voilà, aboutissait au fond, devenait concret sur la réutilisation des données de recherche. Alors, donc en particulier sur le rôle des biobanques et de ces acteurs qui ont contribué aux négociations du RGPD entre 2012 et 2015 afin d'obtenir des dérogations facilitant la réutilisation des données de santé pour la recherche. Donc ici, cet article est intéressant parce qu'au fond, il revient sur, je dirais, sur ces jeux de pouvoir qui ont eu lieu voilà, au sein des instances européennes et des acteurs de l'Union européenne pour pouvoir, au fond, créer une exception au RGPD. Donc le RGPD, au fond, a été une arène de lutte entre des acteurs aux intérêts divergents, ce qui, a priori, n'est pas du tout étonnant, puisque chaque règlement ou chaque loi est toujours l'objet de luttes, en tout cas de rapports de pouvoir entre différents acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc tout ça n'a rien d'étonnant. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que le processus de rédaction du RGPD a été fortement contesté, notamment autour de la question des dérogations pour la réutilisation des données. Alors, si vous voulez, quand on a des enjeux de pouvoir, et ça les philosophes le savent bien, ce qu'on cherche surtout, c'est
à trouver les bons arguments. Et ici, l'article va revenir sur un argument un peu massif qui va servir au fond à créer cette dérogation. Donc les biobanques, les chercheurs et certaines organisations de patients ont plaidé pour la possibilité de réutiliser les données à des fins scientifiques avec un consentement donné une fois, arguant que toute limitation menacerait la recherche biomédicale. Ah, voilà quelqu'un qui veut rentrer, je la fais rentrer. Et le comité libre du Parlement européen, au contraire, souhaitait protéger davantage les droits individuels et limiter ces dérogations. Donc autour de toutes ces questions de droits individuels, il y a la question du consentement. Je pense que j'en ai déjà touché quelques mots durant les précédents webinaires. Le consentement, d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose qui est énormément étudié, hein. À la fois notamment dans le cas du RGPD et entre juristes et philosophes avant que le RGPD ait été promulgué, mais même de manière générale, le consentement est au fond, comment dirais-je, un exercice de nos sociétés libérales, c'est-à-dire le consentement, c'est au fond la contractualisation d'un accord, si vous voulez, entre individus. La difficulté, c'est que c'est en général comment dire, quelque chose qui marche, c'est une fiction régulatrice qui marche très bien quand on parle d'un individu à un autre, mais qui marche moins bien, au fond, quand on doit passer de cette échelle individu et société. Donc, normalement, le consentement est donné une fois et il ne doit pas être redemandé, mais en même temps, le RGPD est assez clair, en tout cas l'esprit du RGPD est assez clair. Si vous changez d'intention, vous devez redemander l'autorisation, le consentement, en sachant évidemment, et on voit bien ici toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans cette idée de redemander un consentement. Il y a aussi dans la littérature actuelle sur le consentement l'idée qu'on pourrait retirer son consentement. Alors évidemment, ça concerne, c'est des choses qui ont été beaucoup discutées autour du consentement sexuel, dont on ne devrait pas du tout parler ici, mais juste pour vous donner un peu tous les débats. Mais en même temps, c'était aussi des choses qui avaient été fortement discutées dans le cadre du consentement sur les plateformes numériques, puisqu'au fond, notamment sur les réseaux sociaux, on donne son consentement une fois, mais on ne sait pas toujours ce à quoi on consent et on ne sait pas toujours, au fond, on devrait pouvoir retirer son consentement. Donc le consentement, mais on pourrait, si vous voulez, en faire tout un séminaire, hein, c'est quelque chose qui est à la fois un incontournable et en même temps un incontournable aussi à discuter. Donc je continue j'arrête ma digression autour du consentement. Donc autour des discussions autour du RGPD, les acteurs de la biorecherche et les biobanques ont vraiment, et ça c'est l'article le dit, essayé de former au fond une coalition discursive, c'est-à-dire une coalition d'acteurs qui allaient porter le même discours. Les acteurs des biobanques ont produit des documents, des lettres ouvertes, des workshops et des rencontres politiques qui diffusent des arguments convergents. Ce n'était pas une coalition qui était formalisée, mais qui était unie par un agenda commun, garantir la possibilité de réutiliser les données. Leur discours mettait en avant les bénéfices publics de la recherche, l'importance des big data et les risques des règles trop strictes poseraient pour la santé publique. Et là aussi, on voit bien, au fond, tous les enjeux qu'il peut y avoir à, au fond, disposer de biobanques dont les données sont utilisables facilement. Et donc, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ce que l'article nous raconte ici, c'est qu'il y a un renversement narratif assez puissant et qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres papiers, un renversement narratif qui ira de la protection des données, donc la privacy comme la protection de données, à la protection de la santé. Donc, en fond, la coalition discursive décrite par ici les auteurs de ce papier montre que les acteurs de la recherche dans les biobanques et la biorecherche ont essayé d'opérer un changement de paradigme, hein. La protection stricte des données est présentée comme un obstacle à la recherche. La réutilisation des données est présentée comme nécessaire pour protéger la santé des individus à l'échelle collective. Et les auteurs de papier y voient un déplacement des priorités et une tentative de redéfinir les termes du débat. Alors j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, alors que pendant quasi 20 ans, on s'est vraiment échiné, au fond, à déplier le plus possible cette question de la vie privée. Ici, la vie privée devient, au fond, secondaire par rapport à cette question de la santé, qui est aussi un concept, au fond, voilà, multiforme, qui est à la fois individuel et collectif, mais qui est aussi, dans ses frontières, est toujours en train de se rediscuter, si vous voulez. C'est plus un concept normatif qu'un concept véritablement où le contenu est véritablement arrêté. Donc, dans ces discussions, on voit qu'on a eu, en tout cas les auteurs signalent, hein, un usage stratégique de la figure de patient. Et rappelez-vous, c'est aussi quelque chose dont j'avais assez parlé la dernière fois, hein, comment les patients, au fond, sont toujours présentés comme étant en capacité ou en décapacité de pouvoir agir
ou pas en tant que patient. Donc la coalition discursive présente les patients comme désireux de partager leurs données, hein, et décrit le reconsentement comme un fardeau pour les patients, ce qui finalement pourrait tout à fait être juste, hein, notamment pour les maladies chroniques. Oui, mais pour ces patients, au fond, c'est une très lourde charge que de devoir, au fond, à chaque fois reconsentir. Vont utiliser beaucoup les notions de solidarité et de don en assimilant le partage des données à un geste altruiste et au bénéfice de la société. Les auteurs montrent que ces visions, évidemment, est sélective, car elle ignore la diversité des attitudes réelles des participants. Elle silencie aussi les demandes de participation plus active et de contrôle plus soutenu, hein, de consentement dynamique ou de délibération. Et donc, les auteurs, au fond, concluent en disant que la figure de patient est instrumentalisée pour légitimer la réutilisation illimitée des données. Donc, on voit ici on est face à un nouveau problème éthique. Donc une faible prise en compte du consentement éclairé et de l'engagement des personnes. Et ce que l'article montre bien, c'est que les débats autour du RGPD, on peut aborder le problème majeur du consentement, c'est-à-dire son incapacité à réellement impliquer les participants dans la durée. Et je pense que ça, c'est quand même dans le cadre ici du projet qui nous occupe, la médecine 4P, avec ce P comme participation active des patients, il y a quelque chose sur lequel on doit se pencher, en effet. Les biobanques tendent à considérer le consentement comme un acte ponctuel, non comme un processus continu. Et donc, on a des problèmes dans les enjeux de transparence, de réciprocité ou de contrôle. Et moi, je rajouterais aussi encore d'accessibilité par les personnes concernées. Deuxième enjeu éthique aussi, on a un alignement sur l'épistémologie des big data. Ce qui n'est pas forcément un problème en soi, mais qui pose quand même une série de questions sur lesquelles on doit se pencher, hein. La recherche biomédicale évolue vers une épistémologie massivement centrée sur la donnée, dans laquelle la réutilisation massive est essentielle. Et pour en avoir discuté avec certains et certaines d'entre vous, je pense que c'est assez clair qu'on ne peut pas faire sans, et on ne peut pas faire sans non plus cette nouvelle épistémologie. Donc, les biobanques sont des infrastructures clés, justifiant des demandes d'assouplissement réglementaire. Voilà, j'en ai fini ici avec ce deuxième papier autour de cette controverse. Et donc, ce que j'essaye de retenir ici, c'est voilà, ce passage au fond d'un argument de la protection de la vie privée à une protection de la santé, mais qui pose un problème de consentement, en tout cas de renégociation du consentement, et un problème épistémologique en s'alignant sur l'épistémologie des big data. Alors, ici, un autre article, j'ai 4 articles, j'en ai encore 2 à vous présenter, et puis après on aura une discussion, rassurez-vous. Un autre article de Snell, et alors c'est un article qui est publié dans Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, Health of the Moral Principle of the Post-Genomic Society that have driven arguments against privacy and autonomy. Et alors, ce qui est intéressant, donc 2 articles de 2019, publiés dans 2 revues différentes, mais qui, au fond, vont présenter, si vous voulez, des enjeux assez similaires. C'est-à-dire cet alignement sur l'épistémologie des big data. Et alors ici, cet article, au fond, il relate ce qui s'est passé en Finlande, où en Finlande, il y a eu voilà, vraiment un énorme effort, au fond, pour rassembler les données de santé. En Finlande comme ailleurs, le big data est présenté comme un moyen majeur de stimuler l'économie, d'améliorer la recherche médicale, promouvoir la santé. Et on a de nouveau ce passage, au fond, de cette espèce de déplacement moral, il faut améliorer la santé, et ça sert à justifier cette collecte massive de données, de création d'infrastructures et de politiques d'innovation. Une logique qui s'accompagne d'un discours qui encourage les individus à adopter des modes de vie sains. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon, ce que Michel Foucault aurait appelé la biopolitique, hein, c'est-à-dire, au fond, une politique des corps, hein, une politique qui nous dit, au fond, qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé et comment on peut y arriver. Et donc, de nouveau, cet article, enfin, de la même manière que l'article précédent, les préoccupations liées à la vie privée et à l'autonomie sont reléguées au second plan. Et elles deviennent éclipsées par l'impératif moral de santé. Donc ici aussi, juste encore un slide pour voilà, prendre un tout petit peu de temps pour présenter ces enjeux éthiques. Donc on a ce principe moral de santé qui justifie la création d'infrastructures de données et de promotion de la santé personnalisée, donc la médecine 4P, qui encourage la responsabilité individuelle, mais peut réduire l'autonomie. Donc vous voyez ici, on a cette tension éthique entre à la fois, au fond, le patient gestionnaire, hein, responsabilité individuelle, mais est-ce que le patient gestionnaire est un patient autonome, si vous voulez, à qui, au fond, l'autonomie est garantie? Voilà, ici, on sent qu'on a quelque chose de l'ordre d'un peu d'un conflit éthique, puisque l'autonomie, c'est d'abord la valorisation de l'individu dans la médecine personnalisée, mais ici, on a une contradiction, parce que l'autonomie
peut être affirmée, mais elle est souvent étouffée par cet impératif de santé. Et on peut se rappeler ici, au fond, tous les débats qui ont lieu en bioéthique, qui sont des débats extrêmement classiques sur, au fond, la liberté des personnes de ne pas vouloir se soigner, si vous voulez, de dire, voilà, vous annoncez, enfin, une personne a un cancer, et puis finalement, elle décide de ne pas se soigner. Alors, c'est vrai que ça peut apparaître comme contre-intuitif, mais au fond, accepter qu'elle ne se soigne pas fait partie de la manière dont on peut respecter le principe d'autonomie, si vous voulez. Voilà, donc ce sont des questions qui ne sont pas du tout nouvelles en bioéthique, hein, mais par contre, voilà, dont on voit qu'elles reprennent parfois vigueur à des endroits tout à fait inattendus, comme ici entre ce conflit moral entre principe de santé et principe d'autonomie. Donc, la vie privée est dès lors considérée comme importante, mais souvent minimisée au nom de la santé. Elle est réduite alors simplement à un problème technique, sécurité de données, plutôt qu'à une question morale. Or, c'est une question morale forte puisqu'elle est liée à l'autonomie. Et pas dire qu'elle est discréditée, mais au fond, elle est peut-être minimisée derrière des arguments simplistes comme rien à cacher, données déjà partagées, etc., etc. Alors, je vais terminer ici avec quelques slides autour d'un article beaucoup plus récent, de 2024. Peut-on libérer, donc Unlocking Public Health Data, donc j'ai traduit ça, libérer les données de santé publique, Navigating New Legal Guardrails and Emerging AI Challenge, Journal of Law, Medicine et Ethics, c'est aussi ici une revue américaine, donc le contexte est américain, états-unien, Amérique du Nord, mais il porte aussi, je trouve, il a aussi apporté des réflexions intéressantes. Bon, j'ai évidemment essayé de vous les présenter en enlevant les éléments de contexte américains qui nous intéressaient, parce qu'il y avait toute une réflexion autour du premier amendement qui était intéressante, mais qui ne nous concerne pas ici, Belgique et Europe. Alors, dans cet article, il présente au fond les dilemmes éthiques du partage de données de santé en situation d'urgence. Donc le contexte, je le rappelle, c'est les États-Unis. Et donc, l'article nous présente au fond l'idée que certains États ont refusé de partager des données sensibles, hein, comme les données dites d'ethnicité, d'immigration, avec le gouvernement fédéral, craignant des usages répressifs, d'évaluation du droit national ou des manquements aux normes de désidentification. Ces réticences ont parfois contrevenu aux recommandations éthiques internationales, comme l'OMS, qui encourage un partage plus large. Donc, ce que l'article ici souligne, hein, c'est qu'il y a créé des nouvelles opportunités pour la santé publique, mais aussi de nouveaux risques, hein. Et les risques, évidemment, dès qu'il y a donné, il y a aussi toutes les questions autour des questions de surveillance. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'Yves Moreau, pour avoir discuté quelquefois avec lui, est souvent voilà, assez prompt à rappeler, au fond, tout ça aussi ce sont de manière sous-jacente des problèmes de surveillance potentiels, hein. Détection rapide des tendances, soutien à des interventions personnalisées, aide aux décisions des gestions des ressources et intégration dans des learning health systems, hein. Alors, il y a 3 défis majeurs dans cette idée de libérer les données de santé publique. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'avais notamment cet ouvrage, je vais juste le prendre parce qu'il est juste à côté de moi, des sociologues, toujours un petit coup de pub, l'IA et santé, l'âge des possibles d'Olivier Cousin, Andy Smith. On aura un webinaire avec eux début avril, et je vous encourage vraiment à venir parce que cet ouvrage est excellentissime, je trouve, pour comprendre aussi un ensemble de blocages dans les établissements de santé. Donc eux, ils soulignent une inadéquation des infrastructures informatiques existantes. Et ils montrent au fond, voilà, c'est pas simple, c'est pas du tout, en fait, c'est rarement une question idéologique, c'est plutôt une question très pratico-pratique, hein, ces difficultés d'intégrer l'IA dans les hôpitaux, ou bien de se dire qu'on va libérer les données de santé publique. Les systèmes de santé publique sont souvent obsolètes, non interopérables et incapables d'alimenter ou d'exploiter les modèles d'IA. Donc, au fond, c'est vraiment des problèmes d'échelle, manque de régulation adaptée. Il y a des gouvernances internationales qui émergent, mais avec peu de perspectives de santé publique. Et alors, l'absence de cadre éthique spécifique, alors ça, c'est évidemment plutôt le cas pour les États-Unis, hein, mais je pense que même avec le RGPD, si vous voulez, cette question, cette perspective populationnelle des biais algorithmiques, des discriminations structurelles et de surveillance reste en fait tout aussi, peut-être pas aussi cruciaux qu'aux États-Unis, mais elles sont en fait tout aussi en Europe, et en fait on est quand même dans un système mondialisé, donc c'est extrêmement compliqué de fermer les yeux sur cette question. Or, l'analyse voilà, ce que ici le montre à l'article, l'analyse de 638 cas de gouvernance soft loan, aucun n'intègre une perspective de santé publique. Ça, c'est l'analyse qui est faite, mais toujours dans ce contexte américain. Donc, la gouvernance des données doit s'élargir pour inclure des déterminants sociaux de la santé.
Les données essentielles à la santé publique dépassent désormais les données biomédicales classiques. Les nouvelles lois sur la vie privée risquent d'exclure l'accès à des données cruciales sur les facteurs sociaux, comportementaux et environnementaux. Et donc, si on veut, au fond, profiter de ces données de santé publique, il faut suivre les évolutions législatives, sensibiliser les décideurs, défendre des exemptions spécifiques, intégrer une éthique populationnelle dans la gouvernance des liens. Alors ça, c'est évidemment ce que l'article nous propose, mais voilà, je pense qu'on peut s'inspirer au fond de ces discussions voilà, pour penser au fond cette question de la donnée comme marchandise et comment les données de santé sont ou non au fond des marchandises, comment est-ce qu'elles se transmettent, comment est-ce qu'elles se donnent, est-ce qu'elles se transmettent, est-ce qu'elles se gèrent, enfin, et toute cette discussion, à mon avis, est très intéressante. Voilà, j'en ai terminé, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, à mon avis, suffisamment longtemps, 13h09, on a pas mal de temps pour une discussion, donc je suis à votre écoute et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour les applaudissements, c'est gentil. Euh, Moi, merci beaucoup pour ton exposé, c'était très éclairant, toutes ces références sont très très utiles. Et effectivement, on a pas mal discuté sur les données de santé comme étant un bien public, un peu comme on donne son organe quand on meurt. Ouais, Mais là, on reste vivant, le problème, c'est que les données, on reste vivant. Mais ces données, elles sont extrêmement utiles pour entraîner tous les modèles d'intelligence artificielle. En fait, le deep learning, ça fonctionne parce que, voilà. ouais, Et effectivement, il y a des données qui sont extrêmement sensibles. Par exemple, des risques polygéniques. ouais, On a des projets où on regarde le génome des personnes, toutes les personnes qui acceptent de se faire séquencer. Et on a déjà, par exemple, dans le domaine du cancer du sein, plus de 20 000 femmes en Europe qui ont accepté de se faire séquencer pour qu'on regarde si elles sont à risque élevé ou pas d'avoir un cancer du sein. Et donc, toutes ces dames qui acceptent ça, c'est génial parce qu'elles servent la science, elles fournissent des données qui permettent par la suite d'améliorer les dépistages, de mieux dépister les personnes, de diminuer la mortalité, la comorbidité. On a des tas d'avantages à présenter. Et je trouve que je voudrais que tu reviennes un peu sur l'équilibre, parce que moi, en tant qu'ingénieur, plus j'ai des données, plus je suis content, quoi. Mais comment baliser tout ça, cette soif irrépressible d'en savoir un maximum pour entraîner au mieux les modèles, quoi. alors voilà, ce que je voulais montrer dans cet exposé, hein, c'est toute la tension, je trouve qui est déjà là, en fait, dès qu'on parle de données à caractère personnel, au fond, c'est jamais suffisant. Enfin, c'est à la fois personnel, mais à la fois ça ne l'est jamais, au fond. Puisqu'au fond, on appartient toujours à un groupe social, on est toujours en relation avec d'autres. Même au-delà des données de santé, je trouve que c'était déjà une manière, c'était une manière, au fond, ouais, comment dirais-je, de simplifier de manière peut-être outrancière, heu, la manière dont on peut se rapporter uniquement, comme les données sur soi-même se rapportent uniquement à soi. Bon, ça, c'est une des choses que je voulais vraiment souligner et ça se pose de manière, alors c'est un peu théorique en disant comme ça, mais on voit à quel point ça se pose de manière cruciale et même c'est finalement quelque chose qui ne tient pas bien quand on parle de données de santé et surtout quand on parle de données de santé dans ce que tu viens de nous dire, Benoît, au fond, quand on doit entraîner une série d'algorithmes ou bien, utiliser ces données pour avoir, pour produire des faits scientifiques. Là, il y a quelque chose effectivement qui devient même un peu obsolète au fond, dans cette manière de se représenter les données. Donc pour répondre de manière plus concrète à ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, moi je pense qu'en effet les données, on peut pas travailler sans données, donc on doit pouvoir, en jouir et je trouve que l'idée des biens communs des données est extrêmement intéressante, hein, comme, exactement la réflexion qui est menée, par exemple, en éthique environnementale sur le bien commun de l'eau, le bien commun de l'air, mais aussi en droit de l'environnement. Donc, la semaine dernière, j'ai été écouter une collègue de Louvain, qui est chère Francky, sur le droit de l'environnement et on a cette réflexion-là aussi, hein, si vous voulez, entre ceux qui profitent, à la fois ce qui profite à certains individus vont profiter à tout le monde et une réflexion pour tout le monde aussi va profiter à certains individus. Donc et sur les questions d'environnement et de santé, évidemment, et même on est évidemment dans des zones assez proches. Donc moi, je dirais qu'en effet, en tant qu'éthicienne, je recommande évidemment que les données soient
soient libérés. C'est pour ça que j'ai traduit ça, libérés, comme s'ils étaient enfermés. Mais il faut une stricte régulation. Et toute la question, à mon avis, c'est comment, le premier exemple que j'ai donné, c'est qu'en fait, désidentifier est extrêmement difficile ou ne fonctionne pas. Parce qu'au fond, on arrive par toute une série d'astuces et d'autres algorithmes de réidentifier les personnes. Donc on voit qu'ici, ça n'est pas tout à fait juste. Enfin, c'est pas tout à fait techniquement possible. Alors soit on régule de manière extrêmement stricte, mais c'est très compliqué parce que les technologies avancent en général plus vite que le droit. On est aussi dans un contexte mondialisé. Ça, c'est la première chose, premier obstacle. Ou alors, deuxième possibilité, voilà, on agit d'un point de vue technique où on retravaille au fond cette question de la désidentification ou la désanonymisation. Et je pense qu'il y a en effet beaucoup de créativité chez les ingénieurs pour pouvoir aussi imaginer de nouveaux modèles. Donc voilà, donc je pense qu'en effet, on ne va pas pouvoir se passer de données. Alors, peut-être une troisième réflexion quand même, ça c'est une réflexion peut-être plus large, c'est toute la question de la proportionnalité. Est-ce Oui. qu'on a assez quand de on fouille données? dans un génome, on sent bien hein, qu'on marche un peu sur les œufs. On va parfois beaucoup trop loin et dès que tu as un génome, tu identifies une personne en fait. Hein. Donc, Oui, c'est on ça. collecte des données, mais qui sont. On parlait de personnalisation. Dans les 4 P, il y a le personnalisation. Oui, c'est ça, Donc, tout à chaque fois fait. dès qu'on pousse les données un peu loin, ben, elles deviennent uniques pour un individu. Ouais. Donc, on est sur une crête, quoi, sur une lame de rasoir et on ne sait pas très bien de quel Non, bord pencher, quoi. non, non, non. Moi, j'aurais envie de dire c'est quasi au cas par cas, mais on ne peut pas Ouais, fonctionner au cas par cas. Et, ouais. deuxième chose, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi à avoir, mais ça, je vous renvoie sans doute la balle ici, vous travaillez concrètement, moi pas, avec est-ce qu'il y a parfois pas trop de données, c'est-à-dire est-ce que la question des données, c'est pas aussi une question de quantité, c'est-à-dire comment savoir à quel moment on doit recréer des données, c'est-à-dire ou bien réalimenter des bases de données ou des banques de données, c'est-à-dire c'est pas suffisant pour ce que je dois faire, j'ai besoin de ça et ça. Est-ce que finalement j'ai déjà pas suffisamment ou bien est-ce que si on doit créer des données, sur quel type de population, etc. Donc j'ai un peu envie de poser la question de cette espèce d'échelle aussi dans les Ouais. bases de données, et voilà. Ça peut-être je renvoie la question à l'audience Oui, qui peut être en tant qu'ingénieur, ça pose un défi d'accès conditionnel. En fait, il faudrait avoir un accès conditionnel avec des titres, des droits d'accès qui contiennent le consentement du patient. Et effectivement, dire il faut donner toutes ces données au maximum pour entraîner les modèles, c'est trop court, quoi. Probablement qu'il faut justifier, comme tu dis, les règles de proportionnalité, quels sont les gains qu'on ouais, a en matière de santé, et de donner cet accès, pas accès à tout, mais accès conditionnel aux ouais, données strictement nécessaires pour l'amélioration d'un processus donné. Donc, et il y a un défi ingénieristique derrière ça qui est de la cryptographie avec accès conditionnel, qui sont des choses sur lesquelles on peut travailler, quoi. Mais tout à fait. merci pour ton retour, c'est intéressant d'envisager ce genre de piste. Merci beaucoup. T'en prie, dis. Vincent, Oui, peut-être bonjour. bonjour. Peut-être un commentaire par rapport au génome et à l'idée de consentement. Ouais, En fait, il y a un problème qui est rarement traité, c'est que mon génome est certes strictement personnel, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que si je donne mon génome, je donne le génome, un quart du génome de mes frères et sœurs, par exemple. Je donne une partie du génome Très bonne remarque, j'engage de la communauté à laquelle j'appartiens. Très ouais. bonne remarque. Et donc je me demandais Oui, si cette question était véritablement traitée, prise de façon sérieuse en compte ou pas. Enfin, je sais qu'il y a déjà une controverse là-dessus par rapport au séquençage d'un génome océanien, ouais. où des communautés aborigènes se sont opposées à un article qui a été publié dans Nature en disant ben, c'est notre génome qu'on publie, en réalité c'est le génome d'un individu, mais on ne nous a pas demandé notre avis. Des controverses comme ça, elles existent depuis qu'on essaye de cartographier le génome, hein. J'ai déjà lu, déjà dans les D'accord. années 80-90, il y a déjà en tout cas de ce que j'ai lu en sciences humaines et sociales, bien sûr, parce que je n'ai pas tout lu, on est loin d'avoir tout lu sur le génome, mais il y a déjà en tout cas traces de controverses,
effectivement, de dire, ouais, enfin, il y a quasi même parfois du vol de génome, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de consentement, donc ça, c'est peut-être plutôt des années 80-90. Mais donc, c'est super intéressant, ta remarque, Vincent, parce que ça montre bien ce que ce que j'essaie de dire, c'est qu'au fond, il y a cette illusion des données à caractère personnel, dans ce Rakadou, parce qu'on est aussi dans un, bon, désolé, je vais parler comme philosophe, mais une métaphysique, c'est-à-dire une représentation de l'individu en Occident qui est, voilà, c'est nous, quoi. Nous, moi, c'est moi, si vous voulez, et ça se termine là où... et donc, forcément, que si je prends une décision pour moi-même, je n'embarque personne d'autre que moi-même. Donc, c'est vraiment... Et dans l'histoire du droit de la vie privée, on a cette représentation de l'humain qui est une représentation très, très circonstanciée et très contingente, au fond, et qui, en fait, au-delà des représentations qu'on peut avoir sur soi-même et comment l'Occident règle, au fond, l'identité et la subjectivité des individus, on voit bien, en fait, c'est très juste ce que tu dis, Vincent, de dire, voilà, si mon génome, c'est aussi 25%, c'est le même qu'un de mes frères et sœurs, et donc, en fait, c'est jamais suffisamment... enfin, c'est vraiment une illusion. Donc, c'est fou, en fait, de voir qu'on tient beaucoup à cette fiction-là d'un sujet qui est, voilà, pas simplement autonome, mais qui serait simplement lui-même, avec l'intégrité et toute C'est la extrêmement pertinent comme remarque, hein. Nous, on travaille dans la Ouais. maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des gènes à risque et c'est une maladie incurable. Et donc, si on séquence quelqu'un peut vouloir être séquencé en se disant, il y a des médicaments qui émergent et qui, quand j'aurai mes premiers signes d'Alzheimer, je vais pouvoir bloquer la progression de la maladie avant même d'avoir des déclins cognitifs. Mais ces médicaments sont à haut risque et pas du tout encore au point. Mais si quelqu'un, pour reprendre la remarque qui a été faite par M. Detour, si quelqu'un fait séquencer son génome, mais en fait, il y a une forte probabilité qu'il y ait d'autres membres de sa famille qui sont à risque d'être Alzheimer. Donc cette personne va dire dans sa famille, je suis à risque d'avoir Alzheimer. Ça veut dire que tout le monde va vivre avec ce stress que j'ai une probabilité beaucoup plus élevée d'avoir Alzheimer que d'autres. Donc il y a des génomes qui sont suffisamment précis pour dire à quelqu'un qu'au-delà de 85 ans, il a une chance sur 3, une chance sur 4 d'être Alzheimer, quoi. Et donc, c'est inscrit dans le génome. Et on sait bien que ça va toucher les familles complètes. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'en fait, c'est même au-delà d'une liberté individuelle, c'est le droit de ne pas savoir qu'on est à risque d'une maladie incurable. Je trouve que c'est important de le préserver. Et donc, c'est compliqué comme truc, quoi. Et en même temps, le droit de le savoir, c'est bien puisqu'il y a des médicaments émergents sur le traitement de la maladie d'Alzheimer, quoi. Donc, on aurait envie d'avoir plein de gens qui viennent se séquencer pour qu'on raffine de plus en plus le calcul du risque. Mais en faisant ça, on tombe sur le problème qui vient d'être énoncé. C'est très intéressant. Ouais. Voilà, et le droit consacre au fond cette liberté, hein, cette autonomie. Donc voilà. Bon, alors on voit comment ces dernières années, on voit comment c'est en train de changer, en effet. Mais je veux dire là, on est plus en termes de rapport de pouvoir et d'arguments que de réellement changer le droit. Et en même temps, le droit, enfin, ce droit-là, il est très mal adapté en fait à la manière dont effectivement ça fonctionne. Donc Et est-ce qu'on voilà. pourrait imposer, moi je ne suis pas du tout philosophe ni éthicien, mais est-ce qu'on pourrait imposer à quelqu'un qui ferait son séquençage génomique de dire tu as un droit, tu as le droit de savoir, tu as le droit de gérer tes risques, mais tu as une obligation de te taire par rapport aux membres de ta famille. Parce que tu vas les mettre en stress, tu vas les mettre en inconfort de savoir. Mais question Bah, complètement naïve d'ingénieur, hein, peut-être. Je non, sais mais pas. là, enfin, je veux dire, tu pourrais avoir le raisonnement inverse. Tu as l'obligation d'informer. Ah oui, Par qui sont à exemple, risque. Ouais. oui, en général, l'éthique irait plutôt vers ça, Sauf si c'est une informer. maladie incurable pour laquelle on n'a pas de traitement. Ça, c'est aussi très controversé. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup, j'ai lu pas mal de choses sur la maladie d'Huntington, qui est une maladie dégénérative et qui visiblement se repère, enfin, une analyse génétique repère au fond qu'on porte ce gène défaillant et que forcément à un moment, on va développer cette maladie qui est extrêmement invalidante. Et là, il y a eu aussi toute une controverse au fond. Il y a des gens qui ont été prévenus, voilà, on leur a dit: «Ben voilà, vous êtes porteur de ce gène un peu maléfique», si je peux me permettre l'expression, et donc un jour ou l'autre, ça va peut-être vous arriver, mais c'est peut-être. Et alors, il y a des gens qui ont dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on m'a prévenu? J'aurais bien voulu vivre tranquille», et d'autres qui disent exactement l'inverse: «Maintenant que je suis prévenu, au fond, j'ai pu, prendre des dispositions dans ma vie, anticiper toute une série de choses», et cetera. Donc là,
D'un point de vue éthique, on est dans la zone grise, quoi, si vous voulez. Parce qu'on peut pas, on doit à la fois avoir un devoir d'informer, mais un devoir de protéger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, il y a pas de consensus en éthique là-dessus. Il pourrait y avoir quelque chose que le droit pourrait peut-être alors trancher de manière plus nette. Mais en éthique, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a un bénéfice, quoi, pour le patient. Donc désolée, l'éthique n'est pas une science exacte, ça j'aurais peut-être dû leur dire dès le début de poster parce que j'ai toujours l'impression d'être un peu minable en disant: «Je ne sais pas, on ne peut pas dire», Non, tu non, vois? non, non, mais Parce que le ça fait but de partie de notre des travail. sciences humaines, c'est de poser des bonnes questions, hein. Nous, les ingénieurs, on approxime tout pour fournir des réponses. Et vous posez la question la plus complète pour qu'on perçoive bien la complexité de l'enjeu et vous faites votre job C'est à en formulant Voilà, correctement les questions. Voilà. voilà, c'est-à-dire que le droit est plus contraignant, quoi. Le droit pourrait dire Ouais. il y a, Le droit, on ouais. peut reprendre l'exemple, par exemple, de la question de l'accès aux origines pour les enfants qui sont nés, sous X, pour les enfants qui sont issus d'un don de sperme ou d'un don d'ovocyte, hein. Bon, pendant très longtemps, on a estimé que, bon, il était de la vie privée, au fond, des donneurs de ne pas devoir se déclarer, hein, puisque c'est un don, puisqu'au fond, c'est un geste un peu généreux et donc toute une série d'enfants n'avaient pas accès à des informations sur leur origine et il y avait plein de bonnes raisons pour penser que c'était important de laisser les choses comme ça. C'est-à-dire que les donneurs, c'était au fond, entre guillemets, la balle était dans le camp des donneurs et des donneuses. Maintenant, on estime que voilà, chaque individu a droit à connaître des choses sur son passé, à la fois un passé génétique, c'est-à-dire un héritage génétique, mais aussi un héritage au fond, et on comprend qu'au fond, c'est un don de sperme, c'est pas, ou d'ovocyte, c'est pas juste un don matériel, c'est aussi un don. Il y a toute une histoire au fond qui se transmet, et donc maintenant, on est en train de changer au fond de perspective, de dire c'est plutôt l'enfant au fond, c'est plutôt à l'enfant d'avoir accès à ses origines. Donc vous voyez que même au fond, en éthique, on peut avoir des tendances, si vous voulez, qui vont d'un côté comme de l'autre. Et tout ça dépend en général à la fois de la valeur d'un argument, de la valeur de la valeur, hein, accès à sur la vie privée, ou bien c'est accès à mes origines. Et donc, selon aussi les transformations sociétales, on va donner plus de valeur à certaines perspectives qu'à d'autres. Donc tout ça est très voilà, dynamique, mouvant et aussi contextuel, quoi. Ouais. Mais ce que Medrésiste montre, je trouve, notre travail en commun, c'est que, en fait, les données, on en a de plus en plus, de moins en moins cher, hein. Un génome complet, ça coûte 100 à 200 euros, un séquençage complet. Et donc, on a de plus en plus de données. Elles sont de plus en plus redoutablement efficaces pour détecter de façon très tôt les cancers, mieux soigner les gens, Ouais, etc. Mais elles permettent de plus en plus, l'anonymat se perd de plus en plus. Et plus tu as des données, plus tu as une certaine perte de liberté de ne pas savoir, on va te déterminer en te donnant tes risques. Et donc, on a marchandiser les données, c'est important parce que ça améliore à fond les algorithmes, la santé publique en général. On va avoir des réductions de coûts parce qu'on détecte tôt les cancers, etc. Mais en même temps, on change la perspective qu'on a sur les personnes quand on dit de la prévention, de la personnalisation, etc. Il y a quand même, c'est vrai il faut que vous soyez vigilants pour nous poser les bonnes questions, parce qu'on peut vraiment aller vers une société Big Brother, enfin, ou pas vraiment Big Brother, mais une société hyper déterministe, quoi, où tout ce qui est probable ouais, va être pensé comme certain, peut-être, alors ouais, que ouais, c'est tout à juste des fait. probabilités. Il y a plein de. Enfin, on est dans une terre, dans une zone où vous avez un rôle important, je pense. Mais surtout, voilà, ce que tu viens de souligner entre le passage entre ce qui est probable est possible et donc réalisable, et donc ça va être le cas. Donc là, le chaînon, c'est déjà le cas, hein, je veux dire. Ouais. Et on a, je veux dire, là, je peux peut-être faire des grandes généralités, mais on a un amour. En fait, nos sociétés aiment beaucoup les technologies. Ça, c'est Ouais. un peu ma conclusion. Enfin, depuis toutes ces années où je travaille sur les technologies, je me rends compte qu'en fait, on aime les technologies parce qu'elles nous font, voilà, elles nous donnent une série de réponses, mais elles nous rassurent beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle toute la question de la délégation. On délègue aux technologies toute une série d'angoisses qui sont très compliquées à gérer parce qu'au fond, c'est des angoisses un peu existentielles. Bon, je ferme un peu le chapitre généralité, mais en effet, il y a des enjeux de surveillance qui sont massifs.
Alors, je n'ai pas parlé du vol ou du hacking des données, mais parce que ça me semble évident que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, bien entendu, c'est tout à fait interdit. Mais je crois qu'on doit protéger, donc la question du bien commun, c'est comme protéger une rivière, protéger les données, alors il faudrait aussi le faire avec le même entrain, et donc de faire en sorte que ce bien commun soit évidemment des données de bonne qualité, qui puissent servir à la recherche, qui soient voilà, protégées en elles-mêmes. Donc c'est à mon avis un travail technique, mais ce travail technique ne doit pas nous donner, comment dirais-je, doit quand même se faire dans une perspective proportionnalisée. Parce que je pense qu'on a ici une tendance à se dire, alors si c'est possible, alors allons-y. Donc il y a un peu une loi de Moore aussi, tu vois. Vous voyez dans cette idée que si tout est possible, alors faisons-le. Je pense qu'il faut bien réfléchir à la manière dont, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et c'est toute la question, au fond, de quand on fait une solution, mais quel problème voulait-on résoudre? Donc ça, c'est quelque chose que je disais toujours quand j'étais assistante aux étudiants en informatique. Je disais, mais vous avez fait des belles solutions, mais au fond, quel était le problème que vous vouliez résoudre? N'oubliez pas le problème que vous vouliez résoudre, au fond. Voilà, alors évidemment, c'est aussi facile à dire parce qu'après, les problèmes sont déjà là ou déjà articulés les uns entre les autres, mais je pense qu'on doit essayer de rester sur cette ligne-là, quoi. Sinon, voilà, on risque en fait alors, voilà, toute une série de problèmes que j'ai ici pointés, qui sont des problématiques classiques, les problèmes de consentement. Mais moi, ce que je trouve aussi qui est très, sur lequel on doit être extrêmement soucieux et précis dans ce travail à partir de données, c'est quelles données, pourquoi faire, c'est-à-dire aussi savoir est-ce que ces données sont représentatives aussi de l'ensemble des individus qui habitent notre monde, quoi. Donc, il y a tous des enjeux de discrimination parce que, tu vois ce que tu disais, Benoît, sur au fond, dans le projet sur le cancer du sein, toute une série de femmes ont donné leurs données, hein. Mais donc ça, c'est un peu le don gratuit, etc. On contribue à la recherche. Mais est-ce qu'au fond, on est sûr que les données qu'on a sont représentatives de la société qu'on veut soigner? Parce que dans Medrésis, je trouve que ce qui est extrêmement ambitieux, c'est de se dire, voilà, ça va vraiment révolutionner la médecine et ça va peut-être pouvoir soulager aussi un certain nombre de coûts. Est-ce qu'on est vraiment suffisamment sûr que toutes les personnes qui composent la société, y compris les personnes les plus fragilisées, qui sont en général avec un moindre accès au numérique, vont contribuer de la même manière, vont être enregistrées de la même manière? Tout ça sont des questions d'accessibilité et de solidarité par ailleurs aussi qui doivent se poser, quoi. Donc c'est pas évident au fond de penser à tous ces différentes échelles qui sont pas si facilement connectables les unes avec les autres. Voilà un peu ma petite réflexion. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre dans l'audience veut réagir. Oui, Christine. Oui, peut-être une réflexion par rapport à la quantité de données nécessaires, etc. Déjà, dans les AI Act, il y avait un schéma qui m'avait frappé et qui est tout à fait pertinent. C'est qu'on entraîne des modèles avec une certaine quantité de données, souvent ce qu'on appelle des données un peu rétroactives. Et ce qui est important, c'est de continuellement mettre le modèle sous question avec des données actuelles pour savoir si ce modèle est toujours valide. Parce que, y compris en santé, les maladies évoluent, les gens évoluent, ils sont peut-être plus pollués par certaines choses qu'on n'avait pas avant, etc., etc. Ils sont soumis à des stress qu'on n'avait pas avant. Donc même la physiologie humaine change. Et donc, enfin, il y a des médecins dans la salle, ils pourront me rectifier, mais donc, il y a ce besoin et aussi qui peut aussi mettre un frein en disant, ben non, le modèle est valide, pas besoin de l'enrichir. Donc, c'est aussi une possibilité de contrôler, mais avec ce grand souci de la représentabilité dont je parlais il n'y a pas longtemps, quoi. Et donc, en effet, il faudrait avoir des petits corpus, parce qu'ils ne doivent pas être énormes, du moment qu'ils sont représentatifs. Donc, il peut avoir quelques exemples des différentes catégories que l'on veut couvrir, et ça, c'est une réflexion très importante aussi. Quelles sont les catégories? Et c'est la limitation du modèle, savoir à quoi notre modèle est destiné et pour quelle catégorie de personnes en santé. Et donc, avoir une espèce de petite banque de données qui serait actualisée
Et qui permettrait chaque fois de faire le test, et de se dire, moi, mon modèle est toujours valide ou il ne l'est pas, parce qu'il y a une évolution, il y a quelque chose, il y a une dérive qui est en train de se marquer. Mais enfin, voilà, petite réflexion sur Merci. l'usage de données en petite quantité et toujours avec cette optique qu'il vaut mieux peu de données de qualité que beaucoup de données de moins bonne qualité. Aussi pour entraîner nos modèles d'IA, et ça se voit, c'est connu. Oui, Voilà, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce que dit Christine? C'est très intéressant. En effet, je pense que c'est une piste, hein. Avoir des bons petits corpus sur lesquels on peut compter, qui puissent... Très voilà. intéressant comme concept, oui, de limiter les corpus et surtout de les rendre évolutifs, de ne jamais se dire qu'un modèle est gelé, puisque, comme vient de le dire Christine, les populations évoluent, les maladies évoluent, et donc avoir ce côté flexible et adaptatif, c'est très intéressant comme concept. Oui. Mais je n'ai rien inventé, c'est dans les AI Act. Oui, mais c'est top. C'est pas grave, c'était quand même très intéressant, Christine. Merci beaucoup, mais oui, je trouve que c'est tout à fait juste. Que quelqu'un d'autre. On avait prévu 1 heure On a prévu jusqu'à 14 h, mais bon, si, on n'est pas obligé d'être jusqu'à 14 h, évidemment. Moi, je te remercie beaucoup et je vais sans doute quitter la salle parce que j'ai des petites urgences. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de C'était problème. très Merci intéressant. beaucoup. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Voilà, eh bien, je pense. Oui, moi de même, je vais devoir quitter. Donc. Mais merci beaucoup pour ce séminaire et cette discussion hyper intéressante. Merci. Avec plaisir. Et je vous remettrai des mails pour la suite des opérations. Ça va? Eh bien, un grand merci à tout le monde. Alors, je vois que ça se termine ici. Merci beaucoup. Voilà, ce sera mis à disposition. Et je vais regarder pour les numéros et les accréditations et les numéros INAMI alors. Voilà, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Nathalie, bonne journée.